Bonsoir, soyez les bienvenus dans le rendez-vous éco. Ce mois-ci, focus encore une fois sur l'énergie et cette question, notamment comment les communes s'adaptent pour limiter leurs factures. En plateau, Philippe Gleiser, maire de Lorry-les-Metz et vice-président de l'Eurométropole, nous rejoindra pour en parler. On le retrouve dans quelques instants, mais d'abord, place à notre grand format. Vous le savez, la crise énergétique touche tous les secteurs. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux producteurs et fournisseurs d'énergie, justement. À Metz, c'est l'UEM qui endosse cette cape depuis plus de 100 ans maintenant. Comment font-ils, eux et ses clients, pour faire face à cette crise sans précédent? De quelle manière arrivent-ils à limiter la hausse des prix? Nous allons essayer de tenter de répondre à toutes ces questions. Regardez. Depuis tout temps, l'énergie est l'objet de toutes les convoitises. Aujourd'hui, sa maîtrise est devenue la priorité du siècle. La crise sanitaire, puis la guerre en Ukraine, ont révélé notre dépendance énergétique, mais aussi et surtout qu'il était grand temps d'accélérer notre transition vers un monde décarboné. Cette prise de conscience, cela fait bien longtemps maintenant qu'UEM, fournisseur et producteur historique de gaz et d'électricité, l'a eu. L'exemple parfait, c'est cette centrale biomasse, vieille maintenant de plus de 10 ans. Ici, des dizaines de camions transitent chaque jour avec à leur bord 25 tonnes de plaquettes forestières. Ces plaquettes ensuite sont mélangées avec du bois, du bois palette propre ou caisse propre, de telle manière à avoir un mélange homogène. Et ce mélange homogène est utilisé dans ces box ici, qui sont à partir de là entièrement automatiques. Un tapis transporteur amène ensuite la biomasse directement dans la chaudière. Cette biomasse est utilisée dans la chaudière pour fabriquer la vapeur. Une chaleur redistribuée enfin au travers de canalisations souterraines qui alimentent nombreux bâtiments publics ou logements collectifs de Metz et périphérie. C'est ce qu'on appelle ici le réseau de chaleur urbain. Sur le réseau de chaleur, 65% provient des énergies renouvelables, une trentaine avec la biomasse et le reste de l'usine d'incinération des déchets du UEM. Une incinération réalisée par Aganis. La vapeur est fournie ensuite à l'UEM. Les derniers pourcentages sont représentés par le gaz. L'augmentation des prix est donc bien moindre pour tous se connecter à ce réseau de chaleur local. Pour autant, UEM n'entend pas s'arrêter là. On travaille sur ces sujets avec un objectif de monter à 80%. Et ensuite, quand on sera à 80% à peu près, avec la biomasse plus l'incinération des déchets, le reste, on travaille déjà, mais là on est déjà à l'horizon 2040, sur les possibilités qu'aurait par exemple l'hydrogène ou des énergies autres renouvelables pour remplacer encore les 20% qui restent de gaz naturel sur le réseau de chaleur. Car tout est optimisé et le moindre centimètre carré exploité. Des panneaux solaires ont été installés ici pour satisfaire la consommation en électricité de la centrale biomasse. Donc à l'instar de l'indépendance énergétique liée à la biomasse, c'est l'indépendance énergétique liée à la production d'électricité locale. Il faut juste prendre un peu de hauteur pour le découvrir. La production photovoltaïque contribue et contribuera à constituer le mix de production énergétique de demain. Pour plusieurs raisons, déjà, la filière s'organise en France. Aujourd'hui, il y a des filières de production de matériel qui s'organisent et la technologie a bien évolué et permet aujourd'hui d'atteindre des rendements énergétiques intéressants. Ensuite, il y a la possibilité de produire localement de l'énergie qu'on va consommer localement. Nous sommes des producteurs, nous sommes des distributeurs et nous sommes des fournisseurs. Et nous souhaitons en ce sens augmenter notre production verte d'électricité avec un objectif qui est fixé aux alentours de 200 mégas dans un futur proche. Ça correspond à l'équivalent de consommation de 40 000 logements. Pour tendre vers cet objectif, UEM a développé une filiale Energreen, une démarche d'investissement sur le long terme qui s'inscrit pleinement dans une politique de production d'énergie verte et de développement durable. La répercussion, un meilleur contrôle des prix. Barrages hydroélectriques, cogénération, éolien ou encore panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, 70% de la production d'électricité du UEM provient des énergies renouvelables. D'une manière générale, l'UEM ne veut plus s'engager sur des productions de gaz trop instables et surtout polluantes. Sa priorité aujourd'hui, c'est le photovoltaïque.
On se focalise sur le photovoltaïque avec deux formats. Les grands champs, c'est-à-dire utilisation par exemple de friches industrielles, proposer des champs éoliens. Et puis l'aspect clientèle, sur lequel on développe maintenant depuis quelques mois des offres pour des clients, collectivités locales, entreprises, qui ont des toitures, qui ont des terrains disponibles et qui sont intéressés par l'installation et le financement d'une centrale photovoltaïque. Donc ça, c'est vraiment un axe essentiel de développement pour nous. Le renouvelable, une solution donc toute trouvée pour faire face à la crise énergétique et trouver une certaine autonomie. Pour l'UEM, ces derniers mois n'ont fait que conforter ses orientations stratégiques prises ces 20 dernières années. Nous, on n'a pas pris de virage écologique parce que ça fait un moment qu'on est dedans, au travers des productions hydrauliques, au travers de la cogénération. Évidemment, on participe à ce phénomène en essayant de développer nos productions d'énergie renouvelable, au travers de la biomasse, tout en étant modéré et prudent sur la biomasse, parce qu'évidemment, il y a la problématique de la ressource derrière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus épuiser la ressource bois, et puis en cherchant par tout moyen possible aussi à réduire les consommations des clients. Ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu paradoxal pour un fournisseur, c'est d'inciter ses clients à moins consommer, et pourtant, aussi bien dans la période de sobriété de cet hiver que d'une manière générale, c'est une démarche dans laquelle on est pleinement engagé. Ces efforts, que ce soit de la part des clients avec près de 10% de consommation de gaz et d'électricité en moins ces derniers mois, ou des fournisseurs et producteurs comme l'UEM, permettent à leur tour de détendre de nouveau le marché. Un gage de pérennité économique, l'énergie étant le fondement de toutes les activités. Et si vous êtes avare de précision sur le sujet, je vous invite à vous procurer le dernier numéro du journal économique de l'Eurométropole de Metz. Une longue interview de Stéphane Kilbertus sur la crise énergétique vous y attend, comme plein d'autres sujets intéressants. Jetez-y un petit coup d'œil. Inspire Metz, qui, je le rappelle, est partenaire de cette émission sur Moselle TV. Et vous l'avez vu, Philippe Glaeser, notre invité, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes donc le maire de Lorry-les-Metz, je le rappelle, mais aussi vice-président de l'Eurométropole en charge de la transition écologique. On commence d'abord à l'échelle de l'Eurométropole. Alors, vous l'avez vu dans ce reportage, est-ce que tout l'enjeu aujourd'hui, Philippe Glaeser, c'est vraiment de produire de l'énergie localement pour l'autonomie, mais aussi pour contrôler en quelque sorte les prix? Stéphane Kilbertus l'a très bien dit, on est vraiment dans cette dynamique-là où il faut au maximum être en résilience. Alors pour être en résilience, effectivement, il faut pouvoir travailler tous les leviers. Le renouvelable en fait partie. C'est un des grands enjeux, effectivement, du plan climat qu'on a voté récemment à la métropole et qui va rentrer en application au courant de l'été prochain. Ce plan climat prévoit dans son application 34 actions. Ces 34 actions sont sur tous les champs. Donc on a dedans de l'énergie renouvelable, la biomasse, la cogénération de déchets, le photovoltaïque bien évidemment, mais aussi le solaire thermique. Voilà, donc on travaille vraiment sur toutes les énergies renouvelables aujourd'hui au niveau métropolitain. On incite nos partenaires, et UEM Aganis sont effectivement des gros partenaires de la métropole sur ces sujets-là aujourd'hui, et on les incite aujourd'hui à vraiment développer ce volet d'énergie renouvelable de manière à ce que le mix énergétique qu'on utilise de moins en moins de carbone. L'enjeu au niveau de la transition écologique et de la transition énergétique, c'est la décarbonation. Il faut vraiment qu'on supprime le carbone. J'invite tous vos téléspectateurs et tous les métropolitains à faire, s'ils ont l'occasion de le faire, une fresque du climat. Ça permet vraiment aujourd'hui, avec un aspect un peu ludique, de vraiment découvrir quels sont les enjeux de la transition écologique et énergétique aujourd'hui. Et l'enjeu principal, c'est la suppression du carbone. C'est lui qui est la cause aujourd'hui des dérèglements, du réchauffement, de la déréglementation climatique qu'on peut avoir aujourd'hui, qui nous amène à des catastrophes naturelles, à des périodes qui risquent de devenir de plus en plus difficiles pour nous en termes de résilience, que ce soit sur le volet social et sur le volet santé. Alors, quels sont les gros chantiers en cours en matière de transition énergétique sur l'Eurométropole? Alors, vous faisiez le 27 février une sorte de démonstration sur l'efficacité énergétique. C'est ça, l'isolation des bâtiments, ça peut être une des priorités? Alors, c'est la priorité, très clairement, qu'on a affichée dans le plan climat. Aujourd'hui, réduire la consommation énergétique sur les logements, c'est la première source pour nous d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de carbone. Donc, on a impulsé fortement
avec l'ALEC du Pays Messin, donc l'Agence locale pour l'énergie et le climat, on a impulsé toute une dynamique au niveau de la rénovation énergétique. Donc hier soir, c'était ciblé sur la métropole avec le président sur les copropriétés, donc, qui sont des enjeux importants parce qu'on agit vite sur les copropriétés et en plus on a plutôt un habitat qui est dégradé aujourd'hui au niveau thermique sur ces copropriétés. Et puis il y a un enjeu aussi vis-à-vis des particuliers où là l'ALEC est à la disposition de tous les particuliers sur la métropole et sur les 6 intercos qui composent aujourd'hui le territoire de l'ALEC et où on a vraiment une action de conseil, d'accompagnement totalement gratuite. On va jusqu'à un diagnostic qui permet aux gens d'avoir des scénarios qui leur permet de modéliser ce qu'ils pourraient faire comme économie et surtout ce qui pourrait bénéficier en termes d'aide publique tant que sur la rénovation énergétique de leur logement. Donc ce point-là du logement est vraiment un point primordial, mais il n'est pas unique. À côté de ça, on a aussi la mobilité, on travaille sur l'hydrogène, on travaille sur la réduction de l'utilisation de la voiture individuelle et donc le développement forcément à côté de ça d'autres alternatives, que ce soit des modes doux ou du transport collectif. Et puis on travaille aussi sur le volet sobriété, qui est un point très important. Alors la sobriété, ça ne veut pas dire moins de confort ou moins de possibilités en matière énergétique et en matière d'activité, mais ça veut dire surtout de bien utiliser l'énergie, de l'utiliser à bon escient et, si possible, de réduire tout ce qui est inutile en termes de consommation. L'été dernier, nous avons eu le droit à des records de chaleur, une sécheresse historique. Celui qui arrive s'annonce à la même hauteur, voire pire. Sur quel dossier est-il urgent de travailler, les îlots de chaleur par exemple? Alors tout ce qui est lutte contre le réchauffement climatique, c'est cet aspect résilient que nos territoires doivent avoir. Donc on travaille effectivement à réduire les îlots de chaleur. Un îlot de chaleur aujourd'hui, c'est quasiment 5 degrés de plus sur un secteur donné parce qu'il est minéralisé, parce qu'il utilise des couleurs qui captent énormément les rayons du soleil et donc créent de la chaleur. Donc on travaille, aujourd'hui on les a identifiés, on les a cartographiés, ils sont des éléments aujourd'hui qui sont clairement à travailler sur notre territoire. Donc ça passe par de la végétalisation, par de la désimperméabilisation. On le fait dans les cours d'école. Hein. C'est un programme qu'on a engagé avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse, où là-dessus on est en travail permanent pour améliorer cette capacité que peut avoir le territoire à mieux se réguler en termes de chaleur et surtout parce qu'il y a des effets très néfastes pour la santé et un des premiers enjeux par rapport au réchauffement climatique, c'est de protéger la santé aujourd'hui de nos administrés. Alors on va revenir dans quelques instants sur les enjeux, cette fois à l'échelle de votre commune. Mais d'abord, je vous propose de regarder ce reportage. Nous avons rencontré cette start-up Green Tech Innovation que vous connaissez peut-être, Philippe Glaser. Elle est installée à Blida et vous allez voir, son domaine d'activité promet un changement de paradigme pour les communes en matière d'énergie. Je ne vous en dis pas plus. Reportage. À quoi ressembleront les villes de demain? Ici, on y travaille depuis quelques années. Grâce à cette innovation, fini l'éclairage public, trop énergivore et coûteux. Alors ce qu'il faut savoir avec nos luminaires, c'est qu'ils produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment, environ 60% de plus. Et donc ça nous a forcé aussi à nous intéresser au stockage, donc tout ce qui est batterie, etc. Il y a de l'énergie en gros par l'agitation des électrons qui est à l'intérieur et cette énergie, elle se transforme du coup de l'énergie solaire vers l'énergie électrique. Donc l'énergie électrique, soit on peut l'utiliser directement, soit il faut la stocker de manière électrochimique, d'où les batteries. En d'autres termes, ce luminaire ne se contente pas d'être autosuffisant, il permet d'effacer totalement les factures d'électricité et même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Si la start-up Messine s'est positionnée sur ce marché, c'est que 3/4 des installations dans le monde ont plus de 25 ans et deviennent donc obsolètes. On a regardé d'un peu plus près en fait, le domaine de l'éclairage public où il y avait plusieurs décennies où il n'y avait pas eu d'autre innovation que le passage à la LED. Et c'est tout naturellement qu'on s'est dit 9,5 millions de points lumineux en France, 90 millions en Europe, 320 millions dans le monde et un peu plus de 75% de tous ces luminaires sont très énergivores et consomment entre 8 et 10 fois plus que des luminaires à LED. Les lampes connectées de la start-up ont donc de quoi attirer les convoitises, d'autant plus qu'avec cette énergie supplémentaire,
produite et stockée par le luminaire. David et ses collaborateurs greffent au luminaire des objets connectés dirigés par l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui à la 3e génération en fait, de luminaires autonomes intelligents, le Solary Light, et qui vient agréger en fait, d'autres services, notamment les services de la Smart City, tels que l'ajout de caméras qui sont très peu énergivores, d'affichage dynamique, de capteurs environnementaux, tels que les capteurs de qualité d'air ou de pollution, qui viennent en fait, là encore une fois, s'alimenter directement au niveau de la solution Solary Light. Aujourd'hui, la solution de GreenTech Innovation est déjà commercialisée. De nombreuses grandes villes en France, mais aussi dans le monde entier, s'y intéressent. L'année prochaine, une première usine dans le Grand Est devrait faire passer encore un cap à la start-up. Et nous sommes toujours avec Philippe Glaeser, maire de Lori-les-Metz, vice-président de l'Eurométropole en charge de la transition écologique. Alors vous connaissiez GreenTech Innovation, leur solution, c'est vrai, ces panneaux photovoltaïques sur les luminaires, ça change complètement la donne. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est en attente aujourd'hui et la formation qui se met en place à tous les niveaux est très importante en matière de transition écologique et énergétique. Il nous faut aujourd'hui des ingénieurs qui s'intéressent au sujet et qui permettent de nous proposer des solutions innovantes comme celle-là. Il y a tout un panel de solutions innovantes qui sont en train d'arriver, qui nous permettent d'aller vers ce qu'on appelle la Smart City, donc cette intelligence numérique et énergétique qui permet vraiment de mieux exploiter et de bien exploiter toutes les ressources, de produire sur des sites totalement de manière indépendante et d'avoir vraiment des choses qui sont autonomes. Plus on va vers l'autonomie et plus on va vers l'indépendance énergétique, forcément plus on œuvrera facilement pour la transition énergétique. Dans votre commune maintenant, Lori-les-Metz, qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les actions, les restrictions peut-être que vous prenez pour faire des économies d'énergie ? Alors, la première action qu'on a mis en place, c'est justement sur l'éclairage public. On est passé sur un luminaire 100% LED, avec en plus la possibilité de varier les puissances. Donc, ça a représenté pour nous 70% d'économie. Le budget éclairage public représente quasiment 10% d'un budget communal de fonctionnement. Donc, c'est relativement important. Et pour nous, on a besoin vraiment d'avoir cette transition aujourd'hui sur l'éclairage public. Comme sur le reste, on travaille aussi sur nos bâtiments. On a fait de l'isolation à 1 euro, comme pouvaient le faire les particuliers. On fait aussi effectivement des mesures aujourd'hui de baisse des températures dans les différents bâtiments. On essaye de réguler au mieux. On est en train aussi de changer quelques chaudières au niveau des écoles, de manière à avoir des gains énergétiques qui sont importants. Et puis le but à terme, c'est de décarboner et de moins consommer. Et pour ça, on a lancé un grand audit sur l'ensemble des bâtiments communaux, de manière à pouvoir avoir un plan sur les années à venir qui nous permette de sortir complètement du carbone au niveau de nos énergies qu'on utilise sur la commune. Vous parlez d'avenir, justement. Quelles solutions pour demain ? Qu'est-ce qui est dans les cartons pour encore améliorer sa performance énergétique, réduire les coûts au niveau de votre commune ? Alors, on est en train de travailler sur le solaire, comme le disait l'UM dans le reportage. Le solaire est vraiment la solution qui nous permet aujourd'hui d'aller vers de l'autonomie en matière énergétique. Donc, on travaille aujourd'hui sur l'implantation solaire sur nos bâtiments municipaux. Et puis, sur la commune, il y a un projet qui est en train de se mettre en place avec une association. C'est l'association des Jardins de Carl-Xavier-Roussel, qui est une association environnementale qui travaille énormément sur tous les sujets, eau, énergie, transition. Et ils sont en train de monter une société aujourd'hui de centrales villageoises en matière de photovoltaïque, avec l'équipement prochainement d'une quarantaine de toits sur la commune. C'est des toits qui vont produire entre 6 et 9 kW chacun, donc avec des installations raisonnables mais mutualisées qui permettent derrière de produire de l'énergie solaire de manière beaucoup plus globale et dans l'intérêt uniquement de la transition. Merci infiniment, Philippe Glaeser, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous restons à Metz, direction Georgia Tech Europe sur la Technopole. Là-bas sont pensées les solutions de demain en matière d'énergie, grâce notamment au partenariat avec l'Université de Lorraine et aux entreprises du secteur. Aymeric Guillaume nous en dit plus. À Metz, cette antenne Georgia Tech Europe est le théâtre d'une conception complète aux énergies alternatives.
Abritant une unité mixte internationale avec le CNRS, elle est également associée à l'Institut Lafayette, une plateforme d'innovation technologique qui a des partenaires comme l'Université de Lorraine, permettant à des étudiants d'obtenir un double diplôme ou à des industries comme Stellantis. On part de la recherche et on arrive à la commercialisation de cette technologie qui se veut révolutionner nos quotidiens en matière d'énergie et ce malgré le contexte actuel. Bien sûr, on est impacté par le prix de l'énergie et les hausses de l'électricité, par exemple, parce que tout ce qu'on fait dans les laboratoires, donc on utilise vraiment beaucoup d'énergie et de développement. Mais ce qu'on est en train de développer, c'est pas pour ce problème-là particulier, mais c'est pour trouver des solutions alternatives à tout ce qui existe déjà. Pour apporter du changement, pas moins de 4 solutions différentes sont pensées. D'abord les LED, dont l'utilisation est vaste et de plus en plus répandue, mais l'idée est aujourd'hui d'en optimiser la consommation et la résolution qui en ressort. Les cellules photovoltaïques ensuite, à l'heure où l'acquisition de panneaux se développe entre les particuliers et les professionnels. L'objectif ici est de diminuer les coûts avec la création de nouvelles cellules et de nouveaux matériaux qui sont évalués en conditions réelles avec notamment ces 2 panneaux, l'un suivant le soleil, l'autre étant statique. Et là, par exemple, la production d'électricité, du courant par les différentes technologies. Alors sur le tracker qui suit le soleil et sur celui qui ne le suit pas. Donc on voit qu'il y a à peu près un rapport d'eau entre les deux. On pense aussi aux véhicules électriques et plus précisément à leurs batteries qui demandent un réel investissement avec leur système de gestion. Il faut donc de l'électronique compacte, pas chère et qui résiste aux conditions du véhicule. À cela s'ajoute l'hydrogène, une énergie importante du futur mais qui possède des difficultés dans son stockage, amenant ici une volonté de développer des sécurités. Toute la chaîne de la fabrication du matériau, du composant, à un volet système sur des applications hydrogène, électromobilité et encore une fois distribution de l'énergie sous cette forme-là. Vous l'aurez compris, chez Georgia Tech Europe et l'Institut Lafayette, on entre dans les problématiques actuelles avec du concret et de l'expérimentation qui permettent des constats justes. Une prise de conscience qui, à l'heure actuelle, s'avère être un choix payant. Vous n'avez pas suivi l'actualité économique des dernières semaines, aucun souci, on revient sur tout ce qu'il ne fallait pas manquer en février, c'est parti. On commence ce tour de l'actualité économique avec l'appel à projets innovants de l'incubateur The Pool à Metz. L'objectif est de recruter des entrepreneurs souhaitant se faire accompagner pour transformer leur innovation en une entreprise performante. Il s'agit de la 10e promotion de The Pool. Et oui déjà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 mars. Si vous êtes intéressé, direction leur site internet thepool.fr. Comment aider les artisans et les commerçants à réduire leur consommation et leurs factures? La région Grand Est a débloqué une enveloppe exceptionnelle de 20 millions d'euros, dont 10 en 2023. Ça s'appelle le chèque vert. Il s'adresse aux artisans et commerçants, donc de moins de 20 salariés. Cette aide servira par exemple à acquérir du matériel moins énergivore ou un véhicule propre. En parlant de mobilité, Belga Trans Group, l'un des acteurs majeurs du Grand Est en matière de transport et de logistique, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle antenne en Meurthe-et-Moselle. Pour célébrer cette occasion, une course à vélo de Metz à Nancy est organisée le 18 mars prochain. Cette nouvelle antenne renforcera les capacités de transport et de logistique de l'entreprise dans la région en fournissant une qualité de service encore plus proche de ses clients. Green Phoenix s'installe à Metz. Fondée il y a 3 ans, la start-up a déjà collecté et valorisé 300 tonnes de biodéchets grâce à ses vélos cargo. D'ici quelques mois donc pour le second semestre 2023, vous en verrez sûrement déambuler dans les rues de l'Eurométropole. Une implantation accompagnée par la préfecture de la Moselle et Cora grâce au prix du concours Prévention ou gestion des déchets au service du territoire. Et on termine avec notre chiffre du mois 40, c'est le nombre d'années d'existence du groupe ILP, les fonds d'investissement de proximité, une entité qui accompagne les entrepreneurs, les repreneurs et dirigeants dans les différents stades de leur évolution, de la création d'entreprises jusqu'à la transmission en passant par le développement. Et on se quitte sur ce chiffre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques ainsi qu'à notre partenaire sur cette émission Inspire Metz. Le rendez-vous éco revient le mois prochain. On parlera circuit court. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.